La guerre de leadership continue à creuser davantage la division au sein de l'USTG. Après la sortie d'Aboubacar Souma, cette fois-ci, c'est au tour du camp d'Abdoulaye Camara de repliquer. Selon les membres de cette autre faction de l'USTG, personne n'a été invité de prendre part à la conférence internationale du travail. En France, Vincent Lambert est décédé 9 jours après le début de l'arrêt de ses traitements. Une mort qui signe la fin d'un feuilleton médical terrible, judiciaire et politique. Une mort qui relance le débat sur la légalisation de l'État nazi. C'est tout pour le sommaire, tout de suite les détails sur Gangan TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les responsables de l'USTG version Abdoulaye Camara ont donné leur part de vérité sur leur participation à la conférence internationale du travail qui s'est tenue récemment à Genève en Suisse. Selon eux, aucune faction de l'USTG n'a été invitée à y prendre part à cause de la guéguerre qui mine leur union syndicale. Ceux qui sont partis, chacun est allé à travers ses relations syndicales, disent-ils. N'est-ce pas, Omar Condé? Les responsables de la faction USTG, dirigée par Abdoulaye Camara, ont donné leur part de vérité sur leur participation à la conférence internationale du travail à Genève. Ils confirment que USTG tout entière n'était pas invitée au rendez-vous de Suisse. Nous sommes, nous autres là, de l'USTG, faction numéro 1, faction numéro 30, chacun est allé selon les relations internationales par nos partenaires. Moi personnellement, qui suis la secrétaire générale du SLEC, j'ai été invité par l'International de l'éducation. Je vous montre le document, la copie est dans ma voiture. Général Lamine, Général Makoura, Général Yvonne, c'est à partir de Louza qu'on est allé. Nous, USTG, on nous a exclus à cause de nos problèmes internes. Donc nous, on s'est débrouillé ailleurs pour partir. Nous, USTG, on n'était pas dans la délégation. Kadia Touba révèle que Aboubacar Souma et Abdoulaye Sow sont partis en Suisse au compte d'une autre organisation syndicale, mais non pas au compte de l'USTG. L'autre faction de l'USTG, demandez-leur, ils sont allés au compte de l'Uni Africa. L'Uni Africa, attendez, l'Uni Africa c'est au compte, c'est une fédération, comme quand on dit l'International de l'éducation qui s'occupe des enseignants. L'Uni Africa s'occupe aussi des banques et assurances plus la téléphonie. Plus deux autres personnes qui ont été invitées par Mamadou Diallo, la secrétaire générale adjointe de la CSI. Donc c'est à partir de nos partenaires, nos affiliés internationaux qui nous ont invités à accéder à cette activité parce qu'ils savent que l'USTG, l'image de l'USTG ne doit pas être ternie à partir de tout ce que l'USTG a représenté par le feu secrétaire général Ibrahima Fofana. L'adjoint d'Abdoulaye Camara à l'USTG raconte ce qui s'était passé avec leur adversaire à la conférence internationale du travail. Les gens viennent avec une banderole de la Guinée où c'est écrit merci la CSI pour la reconnaissance. Il y a nos amis français et italiens qui disaient mais écoutez, ces gens-là ils viennent d'où? Ça c'est quoi ça? Les gens sont étonnés. Nous sommes allés leur dire que ce n'est pas ici qu'on doit faire une reconnaissance. Vous faites honte à notre pays, à notre peuple. Vous, on ne doit même pas penser que vous pouvez faire, imaginer des trucs comme ça. Voilà pourquoi les deux là, Souma, je les cite nommément, Souma et après ils ont quitté. C'est comme ça qu'ils ont quitté. Ils ont laissé les femmes là maintenant, là-bas. C'est alors la guerre de communication qui gagne du terrain entre les deux factions de l'USTG. 16 reporters du groupe de presse Évasion Guinée ont été licenciés par le PDG du médium Moussa Traoré. Pour en savoir plus sur cette décision, l'un des licenciés a accepté de se prêter aux questions de notre reporter. Ben Oumar Silla affirme que leur licenciement n'a connu aucun avertissement préalable. En se bat le balai pour le reportage. Ils sont au total 16 journalistes du groupe Évasion Guinée à être licenciés par le PDG. Pour Ben Oumar Silla, leur licenciement est intervenu sans aucun avertissement. C'est une décision qui est tombée sur une tête comme ça, sans avertissement ni rien.
Un beau matin, on trouve sur le tableau d'affichage le nom de 16 journalistes envoyés pour une cause inconnue. Parce que tu ne peux pas dire que c'est une restitution de la maison, parce que nous, on peut retrouver chaque année. Travailler à Évasion n'est pas chose facile, dénonce-t-il. Le motif de leur licenciement est lié à une réclamation du PDG à chaque journaliste désormais de trouver un public reportage par jour. C'est ce qu'a expliqué notre interlocuteur. Je qualifie cette maison d'enfer pour tous ceux qui sont passés là-bas, pour tous ceux qui ont travaillé là-bas. Cette maison est gérée à travers l'humeur de son PDG Moussa Traoré. Un beau matin, il se lève, ta tête ne le plaît pas, il te renvoie ou bien il te crée des problèmes. Tu ne peux pas dire qu'un journaliste doit être un... Les victimes de ce licenciement ne comptent pas laisser cette affaire dormir dans les tiroirs. Le syndicat de la presse privée de Guinée est déjà saisi, annonce Ben Oumar Silla. Nous avons saisi verbalement le syndicat de professionnels de la presse privée, verbalement, et nous sommes en train de mettre des dispositions en place afin de saisir les juridictions les plus compétentes en la matière en République de Guinée, parce que le pays est régi par des lois et des règlements. Donc nous allons saisir ces juridictions. Il n'y a pas de contrat de travail qui lie les journalistes licenciés et le groupe Évasion Guinée, nous confie-t-il. Mais cela ne les empêche pas de réclamer leurs droits. Nous réclamons que le droit de licenciement soit respecté et que nos arriérés de salaire soient payés. C'est ce que nous réclamons. Bon, c'est divers. Il y en a parmi nous qui ont 2 mois, 3 mois, 4 mois, et d'autres ont jusqu'à 1 an et demi. Les dirigeants africains ont lancé symboliquement ce dimanche au Niger la zone de libre-échange ZLEG. Ce marché interafricain devra permettre dans les jours et mois prochains aux pays africains de commercer librement entre eux. C'est un projet qui vise à redynamiser l'économie du continent. Mamadou Taneba, reportage. Les pays membres de l'Union africaine ont symboliquement lancé dimanche dans la capitale nigérienne la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine ZLEC. Ce lancement est un pas vers la paix et la prospérité en Afrique et devenir le plus grand espace commercial au monde. Cette zone de libre-échange constitue une aubaine pour le continent africain selon l'économiste Dr Mamoudou Touré. L'un des avantages majeurs de la zone de libre-échange commercial, c'est que l'Afrique, à travers ce nouvel organe, va parler d'une seule voix. Et cela est d'autant plus important que l'Afrique, prise globalement, c'est quand même 1,2 milliard d'âmes, c'est-à-dire 1,2 milliard de consommateurs, pour un PIB global de 2500 milliards de dollars, ce qui n'est pas négligeable. Donc, ne serait-ce que cela, l'Afrique pourra se faire respecter dans les négociations avec les grandes puissances. La Guinée est un pays naturellement riche de par ses ressources du sol et du sous-sol. Donc, elle a sa place dans cette zone à condition... Pour que cette compétitivité soit une réalité, il faut que la Guinée ait un certain nombre de préalables à assurer. C'est-à-dire avoir des ressources humaines de qualité, avoir des machines aussi de qualité. Ça veut dire pour faire tourner les machines, il faut de l'électricité à moindre coût. C'est-à-dire pour transporter, parce que le transport, c'est aussi coût de transaction. Pour minimiser le coût de transaction, il faut aussi que les infrastructures routières soient de qualité. Il faut qu'il y ait des infrastructures ferroviaires pour pouvoir écouler. La création d'une zone de libre-échange est profitable aux pays africains les plus avancés en matière d'industrialisation. Selon cet économiste, c'est le cas du Maroc. Les niveaux de développement, les niveaux d'industrialisation sont tellement différents que il y a une probabilité qui demeure que les pays tels que le Maroc puissent par exemple s'accaparer ou se tailler la part du lion. Mais encore une fois, il faut aussi avoir à l'esprit que cet espace c'est une opportunité de complémentarité.
Malgré la volonté des dirigeants africains à faire de la ZLEC une réalité, plusieurs contraintes, liées notamment aux infrastructures routières, institutionnelles, voire même techniques, sont à lever pour le moment. Ce jeudi, le président Emmanuel Macron recevait 400 personnalités des diasporas africaines. Parmi les activistes qui ont fait le déplacement à Nairobi, une panafricaine et féministe, Aya Chebi, aujourd'hui émissaire de l'Union africaine pour la jeunesse. Elle a intégré en 2018 le top 20 des jeunes africains les plus influents dans le monde. Voici son portrait. Je m'appelle Aya Chebi, je suis une activiste panafricaine. Je fais partie d'une génération qui a changé le cours de l'histoire. Aya Chebi a 32 ans et déjà des années d'activisme derrière elle. Depuis 2012, elle dirige une association de plus de 10 000 membres qui rassemble des jeunes de 40 pays africains. Son combat commence sur Internet. En 2011, elle prend part à la révolution de son pays et lance ce blog Proudly Tunisian, fièrement tunisienne. Militante féministe, blogueuse et youtubeuse aux 20 000 abonnés sur Twitter, elle revendique très vite une identité africaine. Elle se lance alors un défi, défendre la jeunesse de tout un continent. L'Afrique doit revaloriser sa jeunesse, car il n'y a pas de démocratie sans jeunesse. Il n'y a pas de révolution sans jeunesse. Et il n'y a pas de cheminement vers la liberté sans jeunesse. Elle prend la parole à travers le monde en faveur de l'égalité homme-femme ou encore pour lutter contre le racisme persistant au Maghreb. Fille d'un colonel diplômé en études internationales et africaines, Aya Chebi veut rompre avec le conservatisme. Ses modèles, la fondatrice de la cité de Carthage, Elissa, et la figure de l'anticolonialisme Thomas Sankara. Depuis 2014, elle est interdite de territoire en Égypte, pays où elle est observatrice de l'élection présidentielle 2 ans auparavant. Depuis près d'1 an, Aya Chebi est émissaire de l'Union africaine pour la jeunesse. Lorsque la jeunesse africaine retient l'attention des dirigeants, on parle d'auteurs de violence, de personnes dangereuses, de chômeurs ou encore des migrants qui meurent en Méditerranée. La jeunesse n'est pas considérée comme une génération de bâtisseurs de paix, d'acteurs du changement. En français, en arabe ou en swahili, Aya Chebi veut bousculer un continent où la jeunesse représente près des 2/3 de la population. En France, le ministre à la transition écologique, François de Rugy, a limogé sa directrice de cabinet qui a gardé un HLM sans l'occuper pendant 12 ans, selon le site d'information Mediapart. Un limogeage alors que lui-même est en pleine tourmente liée à ses dépenses personnelles lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Suivez. En déplacement ce matin à Rochefort, François de Rugy est au cœur d'une nouvelle affaire. Mais là, le ministre ne plaisante pas avec l'éthique, surtout quand cela concerne sa directrice de cabinet, ou plutôt son ex-directrice, Nicole Klein. Après de nouvelles révélations de Mediapart, elle a été limogée. Elle occupait un logement HLM à Paris depuis 2001 et l'avait conservé de 2006 à 2018, alors que ses fonctions l'avaient éloignée de la capitale. Préfète dans de nombreuses régions, elle était jusqu'à son entrée au cabinet du ministre préfet des Pays de Loire, en charge par exemple du dossier Notre-Dame-des-Landes. Elle n'occupait donc plus son logement. Le ministre lui a demandé de quitter son poste. C'est François de Rugy qui souhaite expressément que je parte. Une affaire réglée, c'est déjà ça. Mais le ministre est toujours empêtré dans ces histoires de grands crus et de hauts margés à en consommer lors de dîners fastueux, privés pour les uns, professionnels pour les autres, et ce lorsqu'il présidait l'Assemblée nationale. S'ajoute à son épineux dossier, même s'il s'en est expliqué sur les réseaux sociaux, des travaux pour près de 63 000 € réalisés cette fois dans les appartements privés de son actuel ministère. Dès hier, une élue de l'opposition appelait à sa démission. C'est pas acceptable. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, à mes yeux, la démission de François de Rugy du gouvernement s'impose. Le ministre n'en est pas là, mais se dit prêt à encore plus de transparence. Si avec des personnalités extérieures, comme la déontologue de l'Assemblée par exemple, mais ça peut être d'autres formules, il y avait des vérifications à faire, je suis tout prêt à m'y livrer, et s'il y avait eu des erreurs d'appréciation de ma part, je serai tout prêt également à les corriger. Jusqu'à maintenant, même si l'étau se resserre autour de François de Rugy, il semble garder toute la confiance de l'exécutif.
Je vous l'annonçais dans les titres, il est le symbole du débat sur la fin de vie et l'euthanasie. En France, Vincent Lambert s'est éteint ce matin, près de 11 ans, après un dramatique accident de voiture et une tétraplégie. Ses traitements avaient été arrêtés il y a 9 jours. Suivez les détails. 10 ans de déchirement, 10 ans d'un conflit juridico-familial acharné. Vincent Lambert est mort à l'hôpital de Reims. Les traitements avaient été interrompus le 2 juillet. Dans un état jugé irréversible suite à un accident de la route en 2008, l'ancien infirmier de 43 ans s'est retrouvé au cœur d'une dispute familiale publique très médiatisée. Ce n'est que la première des victoires, c'est la remontada. En mai dernier, l'avocat des parents de Vincent Lambert, fervent catholique, obtient la reprise des traitements pour la 3e fois. Dans le camp opposé, l'épouse du patient tétraplégique soutenue par certains frères et sœurs. Selon eux, l'ancien infirmier ne souhaitait pas d'acharnement thérapeutique. En 2014, le Conseil d'État, suivi de la Cour européenne des droits de l'homme, leur avait donné raison. Les recours se succèdent jusqu'à la décision de la Cour de cassation fin juin. Feuilleton insoutenable qui devient aussi emblème du débat sur la fin de vie en France. La famille a un rôle à jouer dans la question de l'arrêt des traitements, dans le cadre de la sédation prévue par la loi de 2016, mais on ne sait pas qui est la famille. En France, la famille est une masse où on ne sait pas si c'est l'épouse ou la mère qui a la primauté. En Belgique, les choses ont été réglées puisque c'est le conjoint cohabitant qui a la primauté dans le cadre de la famille. Philippe Loéac représente l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Aujourd'hui, elle espère plus d'engagement vers une loi qui évite des dérives. La formation du corps médical n'inclut pas la question de la mort suffisamment. Les médecins pensent que la mort est leur propre échec. Non, la mort c'est la fin inéluctable et naturelle de la vie. Donc ça n'est pas un échec. Et puis il y a quand même un poids important de l'Église catholique qui n'existe pas aussi, de manière aussi importante dans les autres pays qui ont légalisé. Besoin d'une discussion de fond, l'affaire Vincent Lambert, parfois aux limites de la dignité. C'est la fin de cette édition des formations réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et continuez de nous suivre sur notre page Facebook Gangan RTV, première télé privée de Guinée.